reprendre avec notre dernier panel du jour. Alors, là, on va un peu hors piste de notre thème pour parler de l'intelligence artificielle et l'émergence du tech-savvy lawyer. Et on fait ça d'abord parce que c'est un sujet qui est nécessaire, et c'est nécessaire de discuter. Et deuxièmement, parce que nous sommes LexisNexis. Donc, j'appelle la modératrice de ce panel, Maître Kelly Hassan, avocat au barreau de Paris, et nos panélistes, Maître Mehdi Ketani, of counsel chez DLA Piper et avocat spécialisé en droit du digital. Maître Aïda Benani, avocate spécialiste en droit numérique. Et ma collègue Lara Salem, Head of Content Strategy chez LexisNexis Middle East and North Africa. Bonjour à tous. C'est bon, ça fonctionne. Alors oui, on va échanger sur ce sujet plein d'actualités, là, beaucoup d'actualités sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup aussi également au Maroc, qui est un sujet qui concerne un peu tout le monde aujourd'hui. On va peut-être commencer par une question assez large liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quels sont les risques, les enjeux liés à l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle par les entreprises? Comment protéger finalement l'entreprise, les données traitées par l'entreprise, les données, que ce soit des données à caractère personnel, mais même parfois des données confidentielles, lors d'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Merci Kelly pour cette introduction. Moi, je voudrais juste tout d'abord rappeler que l'intelligence artificielle a comme principe de base l'utilisation d'une grande quantité de données, ce qu'on appelle la big data. Et donc, c'est indispensable pour que l'outil d'intelligence artificielle travaille, génère des réponses et fasse aussi de l'apprentissage automatique. Ce qui implique des risques et des enjeux, que ce soit sur les données à caractère personnel, comme on l'a dit, mais sur les données de manière générale. Des données, ça peut être des données comptables, des données techniques. Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a d'abord un enjeu de sécurité, de cybersécurité, on va dire. Le premier étant celui-là. Et plus on a de données et plus on met de données à disposition de l'intelligence artificielle, plus il y a un risque que ces données soient captées par des organismes malveillants, que ce soit des cyber-hackers ou des concurrents ou autres, pour qu'ils les utilisent à des fins personnelles ou à des fins de chantage pour demander des rançons. C'est assez fréquent. Il y a aussi des enjeux et des risques par rapport à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Tout d'abord, quand on donne ces données ou qu'on donnait ces données à caractère personnel il y a 4-5 ans, et bien qu'on ait donné son consentement à l'utilisation de ces données, on ne se doutait pas à l'époque qu'on les donnait pour un usage potentiel pour l'utilisation par l'intelligence artificielle. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est le consentement qui a été donné pour un certain usage à l'époque. Est-ce qu'il couvre aussi l'utilisation dans le cadre de l'intelligence artificielle? Est-ce que, pour le cas du Maroc en particulier, est-ce que les sociétés doivent faire des déclarations ou des demandes d'autorisation complémentaires lorsqu'elles mettent ces données-là sur des outils d'intelligence artificielle? Par exemple, les données des salariés ou autre chose. Est-ce qu'on n'y a pas pensé à l'époque? Il y a plein de questions qui se posent dans ce contexte-là. Et il y a aussi pour les consentements qui seront demandés à l'avenir et pour les finalités
qui seront communiquées à la CNDP pour obtenir des autorisations de traitement, il faudra démontrer la proportionnalité de la collecte et de l'usage en tant qu'outil pour l'intelligence artificielle, enfin que données à être exploitées par l'intelligence artificielle, sa proportionnalité par rapport à la finalité qui est la finalité initiale. Disons par exemple que la finalité initiale est la gestion des données des salariés. Aujourd'hui, on a des délibérations, on a une délibération sur le sujet, mais le sujet de l'IA n'est pas encore couvert. Donc, on ne sait pas encore exactement comment est-ce que la CNDP va envisager cette chose-là. Donc, ça, c'est par rapport aux enjeux disons, de conformité. On va dire, par rapport à la loi 0908, c'est l'enjeu principal, mais il y a aussi un autre enjeu auquel on ne pense pas souvent, c'est par rapport à la loi 0520 sur la cybersécurité, parce que cette loi impose aux infrastructures, aux organismes dits OIV en France, infrastructures d'importance vitale au Maroc, de procéder à une classification de leurs données et dans le cadre de cette classification, que les données dites sensibles ne soient pas mises sur le cloud. Or, les outils d'intelligence artificielle sont toutes sur le cloud. Donc, il y a un risque de contrevenir à cette réglementation, entre guillemets, sans le faire exprès. Ça peut arriver qu'un salarié d'un organisme comme l'OCP mette des données qui ont un caractère sensible sur le cloud sans le faire exprès en passant par l'IA. Ça peut arriver. Et donc, tous ces enjeux-là et ces risques-là, sans m'étendre encore plus parce qu'il y en a beaucoup, mais je voudrais quand même toucher un petit mot par rapport à comment est-ce qu'on peut minimiser ces risques, faire face à ces enjeux. Il faut mettre en place la gouvernance IA. C'est très à la mode maintenant, en Europe, aux États-Unis un peu aussi, en Asie, pas encore assez au Maroc, mais ça devrait arriver très rapidement aussi, parce que sinon on a des risques qui vont se réaliser. Et la gouvernance de l'IA, elle passe par plusieurs étapes. La première, c'est de s'asseoir en tant que management de la société et de réfléchir à une stratégie, de mettre en place une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut, comment on veut utiliser l'IA, quels risques on veut prendre par rapport à la propriété intellectuelle, autre risque que je n'ai pas évoqué, mais qui est un risque présent, par rapport aux autorités réglementaires, par rapport à la cybersécurité. Quelle est notre propension à prendre ces risques-là ou au contraire à vouloir les limiter au maximum. Et puis, dans le cadre de la gouvernance IA, essayer de mettre en place des politiques. Là aussi, ce terme est très, très utilisé à l'étranger, pas assez au Maroc à mon goût, c'est l'écriture de politiques. Les policies, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez au Maroc. Les responsables de conformité, s'il y en a parmi nous, doivent être très sensibles à la chose et connaissent bien le sujet. Mais à mon sens, s'il n'y en a pas assez au Maroc, il faut mettre en place une politique IA au sein des entreprises, non seulement pour que les salariés s'y conforment, mais aussi pour qu'on puisse dire aux organismes, regardez, s'il y a une fuite, on a essayé de mitiger le risque et on a mis en place une procédure, ça n'a pas été respecté, on est toujours responsable, mais quand même, on a essayé d'éveiller les consciences en mettant en place une politique de gestion de l'IA. Et aussi, enfin, il faut aussi mettre en place des comités de suivi, des comités de contrôle et procéder à des contrôles pour s'assurer que la stratégie qu'on a adoptée est bien mise en place, en pratique, et que les garde-fous qu'on a essayé de mettre en place également sont bien efficaces. Sinon, en changer et prendre les sanctions contre ceux qui contreviennent aux politiques qu'on aura mises en place. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Mehdi, pour
pour cette intervention très enrichissante. En effet, comme je rejoins ce que tu viens de dire, en effet, c'est déjà mis en place, par exemple, pour tout ce qui est lié à la protection des données personnelles au niveau européen par rapport au RGPD. Ça a été le même process de mettre un peu tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes, le management, pour mettre en place des procédures en interne, de comprendre les enjeux, d'évaluer les risques. Et en effet, avec l'émergence de l'IA, ces process et cette façon de fonctionner, de bien comprendre les risques, comment les minimiser et évaluer dans l'entreprise aussi, est-ce qu'on a réellement un intérêt à utiliser l'intelligence artificielle ou pas, et quels sont les risques associés, c'est extrêmement important. Pour le petit parallèle avec l'Union européenne, oui, c'est vrai que plusieurs entreprises au niveau de l'Union européenne avaient fait ça pour le RGPD, mais doivent également suivre les conseils de Mehdi pour l'intelligence artificielle, parce que ça va poser de nouvelles questions, surtout avec l'entrée de l'IA Act, donc nouvelle réglementation de l'intelligence artificielle au niveau européen. Donc au Maroc, on essaie également d'avancer sur ces sujets-là, de s'imprégner un peu de ces... ce qu'on appelle tout ce qui est régulatory, la façon dont on va gérer ces nouvelles réglementations en interne. La question se pose également, là on a parlé des entreprises, mais la question se pose aussi pour la profession des avocats, qui est une profession réglementée, qui a des règles de déontologie, une très forte confidentialité, que ce soit des données, des clients, de tout ce que l'on peut traiter en tant qu'avocat comme données à caractère personnel et autres types d'informations confidentielles. La question se pose, est-ce qu'aujourd'hui les avocats devraient ou pas, et dans quelle mesure pourraient-ils utiliser des systèmes d'intelligence artificielle dans le cadre de leur profession? Quels sont les avantages, les inconvénients? Je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Merci Kelly pour cette question pertinente. Alors justement par rapport aux avantages et aux inconvénients de l'usage de l'IA dans la profession d'avocat, déjà les principaux avantages sont quant à la productivité, la minimisation des coûts et le gain de temps. Pourquoi ? Parce que tout ce qui permet de standardiser la rédaction de consultations ou de l'établissement de modèles ou encore des logiciels de facturation va permettre à l'avocat, qu'il soit avocat conseil ou contentieux, de justement se concentrer davantage sur son dossier pour avoir une réelle valeur ajoutée dans le cadre de son travail d'avocat, conseil, pousser la réflexion plus loin par le fait qu'il aura gagné beaucoup de temps grâce à l'IA. Donc ça, c'est le principal avantage lié à l'IA. Les inconvénients, c'est là où tu as souligné ce point, Kelly, il faut être très vigilant parce qu'il y a deux types d'IA. Il y a l'IA qui est générative, qui va faire donc du machine learning, qui va être dans le cadre de contentieux, qui peut prédire l'issue d'un procès, qui va, par le biais d'algorithmes, se positionner sur une question ou une autre. Et donc là, ça reste très intéressant pour l'avocat, conseil ou contentieux d'avoir cette information. Mais après, il faut être très, très vigilant aux IA qui, elles, fabulent, qui hallucinent. On en a parlé récemment dans le cadre d'une intervention, le barreau de New York qui a sanctionné des avocats pour avoir cité une jurisprudence qui a été citée par une IA et qui n'existait même pas. Donc là, il faut encore une fois, justement, l'enjeu et le risque en tant que profession réglementée, la profession d'avocat, c'est l'enjeu lié à la responsabilité de l'avocat. Il peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, des sanctions aussi en matière de violation de secret professionnel, parce qu'encore une fois, il y a différents types d'IA, et il y a des IA qui vont simultanément supprimer la donnée, tandis qu'il y en a d'autres qui vont la conserver 24, 48 heures, même des fois jusqu'à 15 jours. Et qu'en est-il justement de la confidentialité par rapport au devoir et à l'obligation déontologique? Cette donnée qui va rester sur le cloud ou je ne sais où, dans des outils comme OpenAI, qui va être donc à la merci de tout un chacun. Donc il y a un réel danger à ce moment-là et une réelle responsabilité que l'avocat conseil peut se voir reprocher. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme recommandation là, par exemple, Aïda, tu nous dis, si on utilise l'intelligence artificielle, le résultat de l'utilisation de ce système d'intelligence artificielle peut être faux. Oui. Et donc, du fait de l'utilisation de certains systèmes, de certains outils d'intelligence artificielle, l'avocat
reste responsable, et j'allais vous dire l'avocat ou toute autre personne qui utilise l'intelligence artificielle, reste responsable de ce qu'il va faire de ce contenu. Et donc, qu'on soit sur un contenu, on a évoqué très rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que ce soit un contenu protégé par des droits d'auteur, par des droits des marques, pour tout ce qui est propriété intellectuelle, que ce soit des données confidentielles ou des données à caractère personnel, mais aussi que ce soit des informations qui finalement soient fausses. Donc la réutilisation de ces informations-là par un avocat en pourrait engager sa responsabilité. Donc maintenant, peut-être la question un peu plus ouverte, c'est plus comment faire en pratique, comment y remédier, peut-être comment réagir. Pour reprendre l'exemple du barreau de New York, ils ont reproché à ces avocats de ne pas être allés vérifier l'exactitude de cette information. Donc l'avocat conseil, certes, c'est un outil fort intéressant, l'IA, et quand elle est bien utilisée, ça peut être vraiment une arme et une force en matière de gain de temps et de productivité, mais l'avocat conseil aussi, sa valeur ajoutée, c'est d'aller chercher la véracité de cette information et de pousser la réflexion, et ne pas se contenter de cette information qui a été donnée par l'IA. Et au-delà de cet aspect justement de responsabilité que tu viens de citer, il y a aussi la problématique de propriété intellectuelle qui s'est posée. Récemment, le New York Times Magazine a intenté une action contre OpenAI et contre Microsoft d'avoir utilisé des articles de presse qui donc leur appartiennent et qui ont mis ça à la disposition du public via l'outil d'OpenAI. Et en soi, c'est une entrave au droit de la propriété intellectuelle. Donc il y a beaucoup de sujets qui vont émerger au fur et à mesure et qui vont être destinés à réguler et aussi préciser le cadre dans lequel l'avocat conseil peut utiliser ou non une information disponible via une intelligence artificielle. Et on voit des initiatives internationales. On a eu une résolution mondiale de l'Organisation des Nations Unies en mars dernier qui a été destinée à pousser et à favoriser l'usage d'une IA dite éthique. C'est là où on a eu l'émergence de la notion d'IA éthique pour la différencier de l'IA qui a été démocratisée par OpenAI 2019, l'ouverture, la démocratisation, tout à chacun peut utiliser l'outil qui est gratuit. Donc là, il y a cet effort aussi de régulation. Tu as cité tout à l'heure l'EIA Act, donc le règlement européen qui a été adopté en juillet dernier. Donc on va vers un effort de régulation, de mise en place de lois, de cadres réglementaires destinés à encadrer les risques qui peuvent découler de l'usage de l'IA, que ce soit de manière générale dans d'autres secteurs d'activité, mais aussi bien pour les avocats. Très clair. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Moi, j'aimerais ajouter surtout que je suis complètement d'accord avec Aïda. Il y a une responsabilité de l'avocat de vérifier les données qui sortent de leur recherche en utilisation des outils d'IA et surtout de savoir quels outils utiliser. Ce n'est pas parce que quelque chose est sur le web et qui est accessible gratuitement qu'il est crédible ou qu'il est fiable. Donc c'est très très important d'avoir les sources, d'avoir accès à une base de données qui a été bien développée avec ce qu'on appelle le human in the loop, donc le contrôle humain dans l'entraînement des bases de données ou des outils d'IA. Ce n'est pas une question aussi de le contrôle de l'avocat de leur recherche, mais aussi il y a une responsabilité aux sociétés qui développent ces logiciels de s'assurer des résultats qui sont des recherches qui sont entreprises. Je vais juste rebondir sur ce qu'elle vient de dire, parce qu'elle a soulevé un point très important qui se pose dans notre profession, c'est la formation. Comment peut-on former les avocats ou les juristes, conseils, peut-être même à l'université même, mettre en place des modules pour qu'ils soient entraînés à utiliser l'IA de manière efficiente et qu'ils soient exposés aux dangers de l'usage d'une IA qui ne soit pas contrôlée. Une dernière chose aussi, désolée, je me rappelle maintenant, mais aussi c'est que dans l'entraînement de l'IA, c'est très important de savoir que s'il n'y a pas ce contrôle humain, il y a risque que les biais algorithmiques se perpétuent. Donc si le data, les données qu'on utilise pour entraîner ces outils-là ont déjà des biais, par exemple, qui ont rapport à, je ne sais pas, dans le recrutement sur l'âge ou le sexe, donc ça va se perpétuer. Donc c'est très important de faire ce contrôle. Je vous remercie, c'est
C'est très intéressant parce que c'est vrai on parle de... Après, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions, mais on parle de biais, on parle de... Voilà, c'est des termes propres à l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle parce que vous savez, derrière, voilà, en effet, s'il n'y a pas une intervention humaine, un être humain, ça reste une machine qui peut rendre à chaque fois le même résultat lorsqu'on lui demande, on lui propose, enfin en tout cas on génère un certain nombre d'informations, de données, de contenus, il va répondre, enfin la machine en tout cas, de manière très simple, va répondre automatiquement la même réponse, va rendre la même réponse, et ces biais-là peuvent être modifiés grâce à l'intervention humaine et pour justement aider le système d'intelligence artificielle à améliorer ses réponses et à aussi peut-être prendre en compte d'autres informations et éviter aussi, comme disait Aïda, que voilà, on ait une réponse totalement fausse ou qui a été créée par l'intelligence artificielle pour absolument répondre à la question posée. Je vais juste peut-être soulever, parce que là on a parlé des avocats conseils, qu'en est-il des avocats contentieux? Est-ce que peut-être vous avez... Mehdi, peut-être sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce cadre-là? Alors, de manière générale, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, on va parler juste de l'IA générative, au Maroc, en tout cas en open source, est génératrice de beaucoup d'erreurs potentielles. J'en ai fait, pas les frais, mais l'expérience. J'ai vérifié. J'ai posé une question à ChatGPT qui m'a donné un article de loi tout à fait crédible, très bien écrit, selon l'article 63 de tel code. Je suis parti vérifier, aucun article 63. Et je lui ai demandé de vérifier, parce que je savais qu'il s'était trompé, mais je lui ai demandé de vérifier. Il m'a dit non, en fait, vous avez raison, je me suis trompé, c'est l'article 53. Pas d'article 53 du tout, mais avec une effronterie digne de quelqu'un qui a pris des cours de confiance en soi pendant 20 ans. Donc, c'est assez incroyable. Donc, ça c'est un danger à rajouter, le risque d'erreur. Il est important et il faut comprendre aussi pourquoi. C'est parce que l'IA, open source, je fais de la pub pour personne, mais l'IA open source n'a pas accès à des bases de données très fiables au Maroc encore. La quantité de data n'est pas très disponible. Donc, voilà, il peut se tromper. Et quand il ne se trompe pas, des fois, il ne dit pas je ne sais pas. Il va halluciner, selon l'expression qui est communément admise, de halluciner. Donc, si on fait rédiger un mémoire en réponse ou une requête introductive d'instance dans le cadre du contentieux, il faut vraiment être attentif. Après, l'utilisation de l'intelligence artificielle, enfin d'autres modèles d'intelligence artificielle, par exemple l'IA prédictive, ça peut fonctionner aussi, mais là encore, au Maroc, pour l'instant, on n'a certainement pas assez encore de données. Et puis, contrairement à beaucoup d'autres pays, on a un aléa judiciaire réel il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est la corruption qui existe encore. Et je ne sais pas comment modéliser la corruption pour l'intégrer dans un modèle d'intelligence artificielle et lui faire prendre ça en considération pour me donner est-ce que je vais gagner ou perdre ce procès-là. Donc ça, c'était sur le ton de la boutade ou à peine. Mais en tout cas, on n'y est pas encore sur ça au Maroc, je pense. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez compléter? Non? Moi, je juste une remarque, parce que ça me fait penser quand on dit il faut quand même relire, il faut vérifier. Et souvent, on nous pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer certaines professions et la profession d'avocat? Je pense que mes confrères, consoeurs et Lara pourra répondre non. Non, peut-être un stagiaire. Et encore, je pense que vos stagiaires vérifient quand même les articles avant de vous les proposer. Et c'est vrai que c'est important de former, du coup, également les collaborateurs, stagiaires, personnes qui aussi dans l'entreprise pourraient utiliser ces outils-là pour rédiger des mémos, des conclusions ou des consultations pour justement bien les alerter sur les risques
liées à l'utilisation de ce type de technologie, en tout cas surtout dans le métier d'avocat. Je ne sais pas si vous aviez d'autres... Non? Je vais laisser Lara peut-être prendre la parole. Évidemment, pour moi, c'est, comme vous avez dit, Kelly, c'est un outil pour faciliter la tâche de l'avocat. C'est certainement pas un outil qui va venir remplacer l'avocat. Peut-être ça va réduire dans l'avenir la fonction de paralegal, mais même pour le paralegal, je pense qu'il y aurait comme on dit en anglais, un use case, parce que finalement, pour utiliser l'IA, on a besoin d'un humain derrière. Ça ne peut pas s'utiliser tout seul, ce n'est pas automatique, ce n'est pas une machine. Donc, pour avoir une question, il faut un humain qui écrit la question. Donc, l'IA, maintenant, c'est une recherche conversationnelle. Donc, c'est comme avoir un assistant pour moi. Ça peut évidemment aider à rédiger, à faire des résumés. Quand on a, par exemple, des due diligence, à analyser des centaines de documents. Donc, c'est vraiment notre tâche comme juriste va changer. La façon dont on doit éduquer aussi les nouveaux juristes va changer. Moi, je suis pour l'utilisation de l'IA dans les universités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il faut commencer par là, commencer les nouveaux avocats à savoir comment écrire les prompts. D'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose qui va venir dans l'avenir. C'est comme tu disais, Aïda, quelles sont les formations qu'il faut donner aux avocats avec l'IA. C'est surtout comment faire cette conversation pour avoir les données ou les informations spécifiques qu'on recherche. Et je pense que aussi ça va impacter la manière dont les avocats facturent leurs clients finalement, parce que ça va avoir un impact. Donc, qui dit rapidité devrait dire moins de coûts. Donc, le modèle anglo-saxon de hourly rate, oui, de facture à l'heure. Facture à l'heure. Donc, ça va changer aussi avec l'IA. Donc, je trouve que nous sommes vraiment comme une jonction dans la profession de juriste, mais ce n'est certainement pas un remplacement. Tu as parlé, Lara, d'un point très important, la facturation, parce que qu'en est-il de la transparence? L'avocat conseille dans sa relation avec son client, on a insisté là-dessus, que l'IA, lorsqu'elle est bien utilisée, peut être vraiment un atout pour que l'avocat conseil va plus se focaliser dans sa relation client avec donc ces entreprises ou autres. Et qu'en est-il? Est-ce que, déontologiquement, est-ce que l'avocat conseil a une obligation morale ou un devoir d'informer son client qu'il a fait appel à l'IA dans le cadre de son dossier, ou pas? Et dans le cas où il le fait, est-ce que le client est en droit de contester les honoraires de l'avocat en lui disant justement que le temps passé ou facturé est peut-être inférieur à ce qu'il aurait réellement passé s'il n'avait pas fait usage à l'IA? Donc c'est toutes ces problématiques-là qui doivent être discutées, soulevées et peut-être trouver des éléments de réponse. Sur cette histoire d'honoraires, je crois qu'il y a un précédent aux États-Unis où un avocat s'est vu reprocher par son client de ne pas avoir utilisé l'IA pour faire une recherche et ses honoraires ont été divisés par 2 par un tribunal. Donc c'est déjà le présent. Et puis sur l'histoire de la facturation auto-horaire, il y a un shift qui devrait s'opérer certainement, de ne plus facturer en fonction de l'effort qui a été nécessité pour créer ce travail-là, mais plutôt par la valeur que ce travail-là représente pour le client. Et là, il faut certainement un changement de mentalité chez les clients pour qu'ils acceptent qu'on ne puisse passer que 5 minutes à faire un travail, mais on a accumulé un certain nombre d'années d'expérience qui font qu'on le fait aussi rapidement que ça et qu'on peut facturer un montant élevé, nonobstant le nombre d'heures qu'on a passé à créer ce travail.
justement, c'est avec la fonction d'avocat ou l'apport que l'avocat va donner comme conseil à ses clients, c'est justement cette capacité d'analyse et de stratégie et de réflexion et de déduction. Donc, l'IA n'est pas capable de comprendre les sous-entendus. Donc, finalement, c'est les efforts de high value que vont apporter les avocats. Et donc, je pense que le modèle des honoraires va changer en fonction de ça. Donc, finalement, c'est la réflexion qu'apporte l'avocat ou la stratégie. Et c'est ça vraiment la valeur, finalement, la vraie valeur ajoutée du métier. Tout à fait. Du coup, Lara, on va te laisser présenter. Ok, on va démontrer une petite vidéo. Donc, comme je pense que vous le saviez, on a lancé nos plateformes Lexis+ AI en octobre 2023. Donc, juste aussi pour rappel que pour faire la formation, le training de ces données, ça a pris 139 billion tokens, qu'on dit tokens comme des données. Donc ça, c'est 150 fois plus que Wikipédia. Juste pour que vous imaginez quelle base de données, la richesse de la base de données. Donc, depuis octobre 2023, on a lancé premièrement aux USA, ensuite au Canada, au UK, et en France, je pense, en juin 2024. Donc, c'était la suite de Lexis 360. Et juste aussi pour rappel que l'IA, ça fait depuis 2016 que nous avons l'IA. Mais il y a deux genres. Vous avez parlé d'un troisième genre d'IA, mais on a l'IA extractive. Donc, c'est l'IA qui te donne les informations que tu recherches. Et l'IA générative, donc c'est l'IA qui crée de nouveaux contenus. Donc, c'est ce qui différencie Lexis+ AI. Et on va voir dans cette vidéo qu'elle contient 4 fonctionnalités qui sont... on peut toucher là-dessus et j'en parlerai un peu plus après la vidéo. Donc, Caro ?
Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc, juste pour récapituler les 4 fonctionnalités, Kelly et tout le monde. Donc, on a la première, qui est la recherche conversationnelle. Donc, ça, c'est pour moi votre assistant personnel. Oui, désolée. La première fonctionnalité, donc, qui est la recherche conversationnelle. C'est là où on demande des questions, soit sur un point juridique ou bien on peut demander des questions un peu plus avancées sur une jurisprudence. Ensuite, on a la fonctionnalité de rédaction. Donc, c'est là où on va aller beaucoup plus rapidement, soit en écrivant des mails ou même des contrats. La troisième fonctionnalité, celle des résumés de jurisprudence. Et ce qui est important à noter ici, ce n'est pas des résumés simples, c'est vraiment des résumés structurés, analysés, motivés, avec les références. Donc, on a l'accessibilité aux références et aux sources avec tous les résultats. Donc, on peut aller vérifier, donc s'assurer et lire plus profondément, aller plus profondément dans certains sujets. Et la quatrième fonctionnalité qui est ma préférée, c'est celle où on peut charger nos documents. Donc, on peut charger jusqu'à 10 documents sur la plateforme et demander des questions, soit demander qu'on ait des résumés là-dessus, ou bien demander, comme on a vu dans la vidéo, des questions et interagir avec Lexis+ AI pour avoir plus de détails. Et en plus, pour la sécurité, pour les questions de sécurité, c'est que cette data n'est pas du tout retenue par Lexis. Elle est automatiquement supprimée, effacée après 10 minutes. C'est un peu frustrant pour moi personnellement parce que parfois je veux retourner et je veux continuer, mais je dois recharger. Donc, mais au moins on répond aux questions de... Ouais. Et donc, vraiment pour moi, on parlait tout à l'heure de principes de gouvernance et de politique de l'IA. Pour moi, j'ai 3 principes et qui sont aussi reflétés. Nous, on a nos principes de RELX. Donc, RELX, c'est une grande société cotée en bourse. On a les 5 AI Principles. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est les 3 principes. Donc, l'IA ne doit pas être... c'est les 3 H. It must be honest. Donc, les résultats doivent être authentiques, véritables, crédibles, vérifiés. It must be helpful. Donc, ça doit être un outil qui doit nous aider, nous faciliter la tâche. Et it must be harmless. Donc, ça doit ne pas nuire à l'être humain en général et surtout à nous comme avocats dans notre profession. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cela et je suis prête à... Je ne sais pas si vous avez des questions, vous. Non, bah écoutez, merci à tous pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Merci à tout le monde pour la présentation. Nabil Najim, directeur du cabinet Oasis Consulting et chercheur en IA. Vous avez évoqué le nerf de la guerre pour l'IA, c'est la data, quelque chose qui pose problème ici au Maroc. Au vu du mouvement de digitalisation par l'administration et le secteur privé, ce mouvement qui est en cours, pensez-vous que cette disponibilité des données, c'est quelque chose qui va changer dans le futur? Alors, je pense que le ministère de la Justice a déjà fait un effort louable en permettant l'accès à beaucoup plus de jurisprudence qu'avant, pour parler que de la jurisprudence à proprement parler. Ensuite, il y a un travail au sein du gouvernement qui est fait, notamment au sein du ministère de la Justice,
pour moderniser les procédures administratives et permettre justement l'accomplissement de ces démarches et des formalités à travers l'outil informatique. Et donc tout ça passe nécessairement par la disponibilité d'une plus grande quantité de données à caractère personnel et avec, on va dire, la loi sur l'interdiction pour l'administration de demander des documents, pour une administration de demander aux contribuables des documents ou des informations qu'elle a déjà. Je crois que c'est la 55-19, si mes souvenirs sont bons. Il va y avoir de plus en plus de données disponibles aux administrations pour pouvoir assurer l'application réelle et véritable de cette loi-là qui est très importante. Donc oui, le mouvement est engagé. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on est sur la bonne voie, il me semble. D'autres questions de la salle? Merci pour les explications que vous nous avez présentées pour le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que, par exemple, avec la diversité qu'il peut y avoir au niveau des outils d'intelligence artificielle, on pourrait un jour arriver à des solutions différentes, divergentes, même opposées, pour un même litige, et en application du même droit? On n'a pas besoin d'attendre l'intelligence artificielle pour avoir ça. On a déjà l'intelligence humaine qui le fait très bien. On a des décisions de la Cour de cassation sur les mêmes problématiques avec deux chambres réunies en matière sociale qui sont complètement contradictoires. Donc, et pour rester dans la technologie, l'intelligence artificielle ne fait que reproduire les biais de l'intelligence humaine. Donc, s'il y en a déjà dans l'intelligence humaine, il va y en avoir aussi dans l'intelligence artificielle. Donc oui, très certainement. Oui. Il y a une autre question pour Maître Mehdi de la part de Mohamed. Que pensez-vous de l'utilité d'adoption future de l'IA dans les administrations publiques? J'ai bien peur que ça dépasse mon champ de compétences. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un chemin qui est déjà pris par l'administration et on ne peut pas faire marche arrière. C'est impossible. C'est juste, c'est pas le est-ce qu'on va le faire ou pas le faire, c'est comment le faire. Et comment le faire, ça va être très certainement avec la mise en place de garde-fous pour les infrastructures d'importance vitale, pour les données sensibles, pour assurer la souveraineté numérique. Et puis ça passe par d'autres problématiques encore plus grandes qui sont le cloud souverain, les data centers. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, mais on va y arriver. Mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de briques, comme les techniciens aiment bien dire. Il y a beaucoup de briques à mettre en place avant d'en arriver à la généralisation d'utilisation de l'IA dans les administrations. Alors, j'ai deux questions. Il y a deux questions pour Lara. D'abord, est-ce que l'IA de Lexis a des fonctionnalités en arabe? Et deuxièmement, l'outil Lexis IA est-il actuellement disponible au Maroc? Sinon, quand est-ce que son lancement est prévu? Donc, premièrement, pour l'arabe, pour l'arabe, l'outil de Lexis, bon, comment je vais dire, je l'utilise pour avoir des traductions en arabe, malgré que ce n'est pas la fonctionnalité ou bien ce n'est pas ce que Lexis Plus AI a été développé pour. Par contre, les tests qu'on a fait à l'interne avec l'équipe éditoriale ont démontré que les outputs, ce que produit Lexis Plus AI, est supérieur en termes de langage juridique en arabe par rapport à ce qu'on trouve comme ChatGPT ou Google ou même DeepL. Donc,
ce n'est pas pour l'arabe, mais par contre, on peut l'utiliser pour avoir des résumés de textes en arabe, écrits en arabe vers le français ou l'anglais. On peut demander aussi des traductions des clauses qui sont en français vers l'arabe. Donc, et aussi comparer des documents. Donc, quand on démontrait la 4e fonctionnalité, celle de chargement de documents, souvent je charge des lois de la région MENA et je demande à Lexis+ AI de me comparer ces lois quand ces lois sont en arabe et je veux le résultat en anglais. Donc oui pour l'arabe. Et la deuxième question, c'était le lancement de... Lancement au Maroc. Ouais. Ok, donc pour le moment, on n'a pas Lexis+ AI pour le Maroc. Par contre, on a la possibilité d'avoir Lexis+ AI version France. Je sais que ce n'est pas idéal, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bénéficier de cet outil IA parce qu'il faut penser à cette plateforme comme une assistante finalement. Donc, quand on y pense qu'on peut demander des questions, je sais qu'il y a beaucoup de principes de droit français qui sont applicables ici, donc ça peut aider un peu pour pousser cette recherche, mais surtout pour les fonctionnalités de rédaction, de résumé et la dernière fonctionnalité, ça peut être un outil très, très intéressant, malgré que le contenu du Maroc n'y est pas pour le moment. Merci. Alors, il y a une autre question. Ça, c'est peut-être pour Mehdi, je ne suis pas sûre, ou Aïda. Certaines entreprises interdisent l'utilisation de l'intelligence artificielle par leurs juristes. Quelle checklist des questions à se poser pour utiliser, choisir une intelligence artificielle? Alors, ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Moi, je parlerai vraiment de classification d'AI. Il y a les AI génératives qu'on a citées, qui donnent de la doctrine, de la jurisprudence, qui sont très instructives. Et puis, il y a les AI qui fabulent, qui vont aller jusqu'à vous inventer une décision. Donc là, justement, c'est là où ces entreprises-là, et vous avez à juste titre cité plusieurs même multinationales, qui ont refusé de manière catégorique que l'intelligence artificielle soit utilisée par ses collaborateurs. Pourquoi? Justement parce qu'ils ne maîtrisent pas et que, encore une fois, les collaborateurs ne sont pas formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et donc, pour éviter tout risque, ils ont interdit de manière catégorique. Donc, en parlant de checklist ou de préalable, on va dire, avant de mettre en place un outil d'intelligence artificielle dans une entreprise, je pense justement à mettre en place des intelligences artificielles ou des outils, quand on parlait d'outils juridiques tout à l'heure, ou autres, qui soient réellement fiables, pour lesquels on n'aurait aucun doute quant à la véracité de l'information, pour pas qu'on puisse ensuite se voir reprocher ou se voir engager sa responsabilité parce qu'un collaborateur n'a pas été vérifié l'information qui lui a été donnée. Pour éviter d'aller jusque-là, donc ce serait se cantonner et se limiter à ce type d'intelligence artificielle. Et puis, une autre question. L'intelligence artificielle en matière de propriété industrielle, précisément les droits d'auteur, quel problème et quelle solution? Voilà. Moi, je laisserai la parole peut-être à Mehdi après, mais je voudrais juste citer que, par exemple, depuis 2013, l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle a sorti des chiffres qui sont que plus de la moitié, plus de 50% des brevets déposés auprès de l'Organisation mondiale concernent l'intelligence artificielle. Donc c'est dire quel est l'impact en matière de propriété intellectuelle, en matière de droit d'auteur. J'ai cité tout à l'heure l'affaire du New York Times. Il y a beaucoup de sujets quant à la nature même de la donnée, d'où elle vient, par quel biais elle est intégrée dans l'outil et qu'en est-il justement de la paternité, on a parlé d'authenticité, mais là on parle vraiment des droits d'auteur. Ça, c'est une première dimension, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver confronté à un procès fait par quelqu'un qui nous dit que ce qu'on a produit grâce à l'intelligence artificielle est protégé par les droits de propriété intellectuelle qui lui sont propres. Donc ça, c'est une dimension.
Puis il y a aussi la deuxième dimension qui est celle de ce qu'on met dedans. Et donc, il y a des outils d'intelligence artificielle qui, dans leurs conditions d'utilisation, vous disent clairement que si vous mettez, que tout ce que vous mettez dedans ne vous appartient plus, ou en tout cas vous donnez une licence irrévocable, intemporelle, inconditionnelle, etc., avec tous les superlatifs qu'il faut pour que vous perdiez vos droits de propriété intellectuelle. Donc il faut, si on a des données qu'on considère comme étant, entre guillemets, sensibles, eh bien, on doit lire les conditions d'utilisation que personne jamais ne lit, moi le premier, mais que je rédige souvent. Mais c'est vrai, c'est fait exprès pour que les gens ne les lisent pas beaucoup, mais il faut les lire quand on a un sujet de propriété intellectuelle. Voilà. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Oui. Merci beaucoup pour vos échanges, c'était très intéressant. Ma question pour Lara, je veux savoir, c'est quel type de jeu de données que vous avez utilisé pour l'entraînement de votre plateforme en arabe, pour la traduction. Vous avez dit. On n'a pas utilisé. Je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé des sources marocaines pour l'arabe. Premièrement, il faut expliquer d'abord comment fonctionne la LLM Lexis+ AI. Donc, elle est basée sur deux choses. Donc, c'est sur, on a une grande base de données, donc qui a fait le training data, et aussi il y a la machine AI qui est celle de OpenAI. Donc, il y a un training data préliminaire, donc je suppose qu'il y a l'arabe là-dedans, et il y a notre data qui vient compléter ceci. Donc, quand Lexis+ AI est traduit vers l'arabe, c'est quand toi, comme utilisateur, tu mets ton contenu là-dedans, tu mets ton document qui est en arabe et ou bien en français, et que tu demandes que ça traduise vers l'arabe. Donc, c'est déjà dans la machine qui a été entraînée avec ce data et qui te donne le output. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous donne un exemple. Par exemple, une loi marocaine rédigée en arabe, ce n'est pas la même chose comme une loi similaire, par exemple, dans les pays du Golfe. Oui. Parce que d'abord, les lois en arabe au Maroc sont inspirées par la francophonie. Alors que les lois, par exemple, dans les pays du Golfe, sont inspirées par le système anglophone. Ça déjà pose un problème. Parce que pour les LLM, la gestion terminologique est cruciale pour faire un bon travail. Parce que nous avons beaucoup de dissonances de terminologie juridique entre le Maroc et les pays du Golfe. Ça m'arrive souvent, surtout quand je traduis de l'anglais vers l'arabe pour le Maroc. Ce n'est pas la même chose comme la traduction du français vers l'arabe. Non, ça, j'en suis consciente. Même dans la région, il y a des grandes différences dans l'arabe. Donc, par exemple, entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, il y a certains termes en arabe qui veulent dire deux choses différentes. Par exemple, tu as nizam, qui est aux Émirats arabes unis, qui est régulation, système, et en Arabie saoudite, c'est loi. Donc, ça ne prend pas en considération ces spécificités de lexique juridique à ce point-là. Par contre, c'est quand tu mets un fichier, donc ça vient aussi avec l'éducation qu'il faut faire pour l'utilisateur. Donc, si tu charges un fichier, disons, et que tu connais la juridiction, tu lui dis, OK, je veux que tu traduises ce texte-ci en tenant compte que tu vas utiliser ce terme pour ce mot. Donc, tu dis, OK, Nizam va être traduit en loi pour l'Arabie saoudite, et donc le output, le résultat, va tenir en compte ces spécificités de langage. Par contre, le système n'a pas la capacité d'avoir ces spécificités encore,
parce que ça requiert encore plus de training data et ça va venir avec tous les tests qu'on est en train de faire à l'interne. Mais déjà, je pense, pour moi, c'est un grand pas avec l'outil qu'on a présentement. Encore une question. Rebonjour. Je vois que la modératrice a traité en gris et les autres en noir et blanc. Zama pour et contre. Parce que moi, j'ai une question pour les juristes, c'est que par rapport à Madame Aïda ou Monsieur Mehdi, c'est est-ce qu'on pourrait accuser l'IA pour fait, parce qu'il y a une scène qui s'est produite, il y a un IA qui a aidé une personne à se suicider. Et malheureusement, ça s'est fait. C'est en Italie aussi, c'est interdit en Italie et il y a d'autres pays qui vont l'interdire, on ne sait pas oui ou non, mais j'ai déjà eu une question, j'avais des problèmes psychologiques, c'est pas des problèmes, mais j'avais une question psychologique par rapport à faire un DE, j'ai considéré comme si c'était un psychologue, mais c'est pas en même temps que si. Voilà. Est-ce que, ma question, est-ce qu'on peut accuser un IE pour avoir quelqu'un à remettre en question? Je pense que de manière générale, dans la technologie, Média parlait tout à l'heure des plateformes, des conditions générales, il y a toujours des disclaimers, donc ils vont toujours en tout petit vous écrire qu'ils n'engagent pas leurs responsabilités. Mais maintenant, vous avez soulevé effectivement un point très important qui est en matière de responsabilité et surtout de droit international privé. On sait très bien qu'OpenAI est aux États-Unis, en Californie. Et qu'en est-il en matière de juridiction compétente? Est-ce qu'on doit poursuivre OpenAI en Californie ou une succursale ou un cloud qui est plutôt dans un pays européen? Donc il y a tous ces sujets de droit international, mais au-delà, pour revenir à votre principale préoccupation, moi, à mon sens, il y a des actions, il y a déjà des recours contre OpenAI. Maintenant, selon les sujets et selon, encore une fois, les problématiques, je pense que les issues des procès seront différentes. Mais il y a toujours des clauses d'exclusion de responsabilité de manière générale. Alors, il y a une action judiciaire qui est en cours ou sur le point d'être intentée par la mère d'un adolescent autiste qui a été poussé à se mutiler parce que l'IA, par ses lectures, entre guillemets, a proposé ça comme solution à l'autiste pour se soulager des douleurs psychologiques liées à l'autisme. Donc ça, c'est grave, de l'automutilation. Et en discutant avec l'IA, certainement que l'adolescent a dû faire part de ses griefs envers ses parents à l'IA, qui a mis de l'huile sur le feu, qui l'a encouragé à se rebeller contre ses parents, et ça lui a causé encore plus de détresse et de problèmes avec ses parents. Et donc ses parents mènent une action en justice actuellement aux États-Unis, ou sont sur le point de la mener, pour justement un cas psychologique. Voilà. Ah, ok, dernière question. Avant le déjeuner. Juste pour ne pas terminer sur une note négative, juste par rapport à la question de l'impact de l'IA sur notre environnement juridique marocain, la question déjà a été posée, mais je pense que le bilan est très très positif. Et je parle en tant que praticien. Maintenant, ça permet indirectement de lutter contre la corruption. Donc, le système d'évaluation personnelle de la personne donné à une personne a été changé par une machine qui va évaluer. Et du coup, le pouvoir discrétionnaire qu'a un responsable administratif lui a échappé. Donc, c'est une manière indirecte d'éradiquer la corruption. Et c'est très important. Les délais. Et il y a une certaine traçabilité. Donc, ça permet de mieux passer des dossiers dans un délai très raisonnable. Et même tout le monde est comptabilisé par rapport aux justifs qu'on fait sur les plateformes. Un dernier point concernant la mise en place par la conservation foncière d'un système en cours de blockchain au Maroc qui est très important. Et d'ailleurs, certaines banques, comme je ne dirais pas le nom, qui ont déjà commencé à le faire. Il n'y a pas que des choses négatives, même dans la vie normale, il y a des choses négatives. On peut déjà
être derrière le suicide d'une personne, même il n'y a pas de lien derrière. Le point sur lequel je voudrais terminer, c'est par rapport aux contrats à distance, les contrats qui sont signés à distance et les choix maintenant techniques et législatifs au niveau mondial. Alors, je reviens à l'intervention de Madame Lara, et l'intervention humaine, elle est primordiale. Je pense que c'est le résultat que tout le monde a su constater tout récemment avec les difficultés qu'ont eu. En France, par exemple, dans l'établissement des contrats notariés, on a fait le choix d'avoir deux notaires qui sont à côté de deux contractants à distance. C'est-à-dire l'intervention humaine, elle est primordiale. En Allemagne, par exemple, le choix de tout numériser a été éradiqué. Et ils ont opté pour le fait d'avoir les documents dématérialisés et des documents physiques. Donc il y a toujours cette crainte qui est derrière. Donc on ne sait pas qu'est-ce que le futur va nous dire par la suite, mais en principe, je pense qu'on ne peut que finir avec un point positif qui est l'impact pour le moment de la digitalisation sur notre vie et environnement juridique. Voilà. Merci beaucoup à nos panélistes et à vous, Kelly, d'avoir modéré ce panel. Discussion très intéressante, je pense, pour tous les avocats et juristes ici aujourd'hui. Et une photo de notre panel. Et bien, merci beaucoup d'être resté jusqu'à là. Nous pouvons maintenant très bientôt déjeuner. Vous êtes tous invités. J'espère que vous avez pu tirer profit de cette première édition de notre conférence Maroc Place du Droit. Et on espère de faire d'autres éditions. On commence avec peut-être l'édition 2025. Je remercie nos modérateurs et modératrices, Imad Maliki, Maître Abdelatif Lamrani, Maître Rita Iraki et Maître Kelly Hazan. Et je remercie nos sponsors DLA Piper et Fidel, sans lesquels nous n'aurions pas pu vous offrir cet événement. Alors, s'il vous plaît, restez pour déjeuner. J'aimerais bien vous rencontrer. Et puis, à la prochaine.